Bonjour et bienvenue sur Révolution Permanente. Aujourd'hui, nous avons invité Rachel Silveira, qui est économiste, maîtresse de conférences à l'Université de Nanterre, spécialiste des questions d'égalité de genre dans le monde du travail, et également Fernande Babou, qui est déléguée syndicale, agent de nettoyage en région parisienne dans les gares SNCF, et qui a gagné avec ses collègues une grève en 2017 contre deux géants, la société de sous-traitance Honnête et la SNCF. On a organisé cet échange aujourd'hui pour vous entendre chacune sur les conséquences de la nouvelle réforme des retraites sur les femmes et tout particulièrement sur les travailleuses les plus précaires, les plus opprimées par ce système et aussi sur toutes les perspectives de lutte dans les semaines à venir contre la réforme, un combat qui est pour nous profondément féministe. Donc Fernande, notamment, tu as déjà lutté contre la réforme des retraites en 2019 aux côtés de toutes les travailleuses et les travailleurs du rail. Et déjà à l'époque, tu dénonçais le fait que c'est une attaque en règle contre les travailleuses, les travailleurs et les acquis du mouvement ouvrier. De l'autre côté, pour défendre son projet de réforme des retraites, Elisabeth Borne, elle a, elle, présenté le fait de pouvoir toujours prendre sa retraite complète à 67 ans maximum, sans décote, comme une mesure qui protège les femmes, notamment celles qui ont des carrières hachées. Bon, en réalité, bien entendu, c'est un mécanisme qui, sous la pression des faibles pensions, incite les femmes à travailler jusqu'à 67 ans, en sachant que leur espérance de vie en bonne santé, toute catégorie sociale confondue, donc sans parler spécifiquement des métiers pénibles, elle est de 64 ans. C'est un des éléments qui rend clair, je pense pour nous, mais aussi pour plus de 80% de la population qui s'oppose à la réforme, que la communication du gouvernement, elle tombe totalement à l'eau et que personne ne pense aujourd'hui que cette réforme va faire quoi que ce soit pour lutter contre les inégalités. Du coup, la première question que je voulais vous poser, c'est dans l'une de vos dernières publications, on peut lire que dans les analyses institutionnelles et par exemple le rapport du corps, la question des inégalités hommes-femmes, c'est totalement un angle mort. Et du coup, en tant que spécialiste des inégalités hommes-femmes au travail, est-ce que vous pouvez peut-être commencer un petit peu par nous expliquer quelles sont les spécificités et les inégalités concernant l'accès à la retraite pour les femmes, depuis un peu toutes les réformes que vous avez pu détailler depuis les années 2000? Alors, je mettrai un bémol à ce que vous venez de dire, Camille, dans la mesure où le corps, qui est quand même un organisme, où, les syndicats sont présents, a évolué et ce que j'ai pu dire il y a quelque temps, je le dirai peut-être pas aujourd'hui d'un point de vue institutionnel puisque, le corps est sommé justement, de fournir des données, sexuées sur, les retraites et donc cette nouvelle réforme, qu'on nous propose, ces jours-ci en France, a une grande différence, c'est qu'on a pas mal de données sur les parcours des femmes par rapport à celles des hommes. En revanche, ce qui bouge toujours pas à mon avis, c'est même pire qu'avant, c'est qu'on ne prend pas en compte les spécificités du travail des femmes, on ne prend pas en compte leurs inégalités, à la fois sur le marché du travail, mais aussi dans la vie. Depuis toutes ces réformes qui existent depuis les années 90 même, hein, avec la grande réforme proposée en 95 qui a été reportée, il y a eu les années 2000, 2010, et cetera. Eh bien, il y a toujours un angle mort, c'est qu'on n'intègre pas la question des femmes au travail, dans la vie et les répercussions que ça a sur, heu, leur, retraite. Alors, pour le dire très rapidement, aujourd'hui, les inégalités de pension, en fait, c'est un miroir grossissant, de tout ce qui se joue avant, pour les femmes, que ce soit les inégalités au travail ou les inégalités dans la vie, notamment familiale. Donc on est à 40 d'écart de pension quand on regarde les droits directs, c'est-à-dire ce que les femmes peuvent, avoir droit quand elles ont travaillé, en fonction de ce qu'elles ont travaillé. Donc on est à 40 d'écart, ce qui est énorme. C'est ramené à 28 lorsqu'on intègre le système de pension de réversion, c'est-à-dire, c'est la pension qui est versée aux veuves lorsque donc leur mari décède et seul si et seulement si elles ont été mariées, même pas pacsées et concubines, on n'en parle même pas. Donc, heu, vous voyez que les écarts sont encore énormes et c'est lié à plein de facteurs. Les inégalités salariales d'abord, bien sûr, puisque ce que vous touchez à la retraite, c'est le reflet de ce que vous avez fait auparavant, comme travail et donc ces inégalités salariales, moi, je les estime toujours à un quart en moins. Il y a le temps de travail. Les femmes sont majoritaires dans le temps partiel. On sait que c'est encore presque 30 de l'emploi des femmes, donc une femme sur 3 hein, qui est à temps partiel. Dans ce temps partiel, il y a soit le choix, entre guillemets,
fait sous contrainte de s'arrêter, souvent pour, l'éducation des enfants. Mais il y a aussi tout ce temps partiel qui a explosé, qui est lié à certains types d'emplois précaires, atypiques et que les femmes prennent faute de mieux, faute de trouver un temps plein et qu'elles acceptent dans le commerce, le nettoyage, l'aide à domicile notamment. Ce sont les 3 grands secteurs qui vont donner lieu ensuite donc à des inégalités salariales, puis par la suite à des inégalités de retraite. Ça, c'est qu'une partie, hein, de du thème. Il y a la ségrégation professionnelle, il y a la non-valorisation des métiers féminisés qui pèsent dans ces écarts de salaire qui se retrouvent à la retraite. J'ajouterais aussi le fait que les contraintes familiales et domestiques, on ne le dit jamais assez, sont toujours le fait des femmes. Au moment de l'arrivée d'un enfant, une femme sur 2 réduit ou carrément arrête son activité professionnelle. Il y a seulement un homme sur 9 qui le fait, donc ça fait quoi? 11 des hommes, vous vous rendez compte? C'est dérisoire. On a beau dire: «On a des nouveaux pères» et cetera. Au bout du compte, qui s'arrête? Qui s'occupe vraiment des enfants? Et qui va le payer ensuite? Sur sa retraite, ce sont toujours et encore les femmes. Donc ça, ce sont des inégalités structurelles. Elles datent pas d'aujourd'hui, elles datent pas de cette réforme, mais on pourrait penser que les décideurs aient à cœur de s'attaquer à tout cela s'ils voulaient vraiment réduire les inégalités, de toutes sortes, à l'égard des femmes. Vous avez parlé du coup des 3 grands secteurs qui étaient un peu les plus touchés par ces inégalités-là. Est-ce que peut-être vous pouvez développer aussi et revenir sur les éléments dans ces secteurs-là, qui sont les plus invisibilisés, les éléments des parcours professionnels des femmes qui travaillent dans ces secteurs-là, qui impactent le plus leurs conditions de travail et du coup leurs conditions de retraite? Je viens de finir une étude qui va bientôt sortir, sur la revalorisation des métiers du soin et du lien aux autres, où on a eu, une grande consultation et les femmes racontent, notamment alors là, c'est plus la santé, le soin, donc comme on peut prendre l'exemple de l'aide à domicile, mais il y a aussi la petite enfance, il y a aussi beaucoup de personnel du nettoyage, hein, et puis il y aurait aussi les caissières qui ne sont pas dans l'étude. Mais ce qui revient, ce qui me paraît moi essentiel, surtout avec le débat sur la retraite, c'est qu'elles sont pénalisées sur tous les tableaux. Non seulement elles ont des très bas salaires, parce qu'on va souvent considérer qu'il y aurait une sorte de vocation à être aide à domicile lorsqu'on est une femme, puisque on s'occupe de ses enfants, pardon, on s'occupe ensuite de ses parents vieillissants et donc être à domicile, c'est un prolongement de leur activité, familiale et domestique. En règle générale, prendre soin des autres, c'est vrai aussi dans la santé, c'est vrai aussi dans l'action sociale, tout ce qui est accompagnement du travail, social. Dans tous ces métiers, eh bien, on va penser que, les femmes ont la vocation, elles savent se sacrifier, elles acceptent des bas niveaux de rémunération, elles acceptent un temps partiel, très souvent imposé, des horaires qui tiennent pas du tout et qui sont pas compatibles avec une vie de famille et qui usent. On travaille tôt le matin, on finit à pas d'heure, on a des trous dans la journée. C'est le lot des aides à domicile, c'était le lot de toutes les caissières et là, il y a eu un peu une légère amélioration pour qu'il y ait moins enfin, qu'il y ait pas plus de 2 heures de trou, mais c'est quand même encore 2 heures. Bref, on a, des horaires terribles et puis alors, le clou, c'est très certainement et le plus invisibilisé de tout ça, les conditions de travail, la pénibilité qui va peser. D'ailleurs, sur le débat des retraites, hein, cette question s'est invitée parce que cette pénibilité est largement invisible. On parle peu, alors, du port des corps, ça paraît tabou de dire, que quand on est aide à domicile et qu'on n'a pas, du matériel adéquat, eh bien, on porte des personnes âgées et le dos en prend un coup. On le sait, il y a de plus en plus d'accidents du travail, de maladies professionnelles dans ce secteur. Quand on est caissière, on manipule, ben, même si on les porte moins, on manipule des objets, mais ce sont des gestes répétitifs qui sont exclus aujourd'hui de la prise en compte dans les comptes pour la retraite, des gestes répétitifs et au bout du compte, à la fin de la journée, on porte le poids d'un éléphant, c'est pas rien et ça ne se compte pas. Je dirais que, pour revenir sur les métiers du soin et du lien, supporter le cri des enfants
dans les cours de récré, ça, ça serait presque du bonheur puisque les enfants, c'est tellement charmant et s'occuper des enfants, c'est une vocation des femmes. Mais reconnaître que ce sont des décibels qui font que on a des témoignages de profs d'école qui disent qu'il leur faut 1 à 2 heures le soir quand elles quittent l'école pour, faire le vide avant de s'occuper de leurs propres enfants, hein, voilà et puis à cela s'ajoutent des contraintes que l'on dit psychiques, émotionnelles, qui pèsent dans beaucoup de ces métiers. Quand on est aide à domicile et que l'on accompagne en fin de vie, sans aucun accompagnement personnel d'ailleurs, c'est une charge terrible, surtout quand votre employeur vous dit au moment du décès: «Eh ben, tu as fini ton heure, tu t'en vas et tu vas enchaîner sur, l'autre heure». Sans transition, sans rien. Ça, on a des témoignages très importants. Alors donc c'est aussi, avoir à faire face à la souffrance des autres. Je pense à tout ce personnel qui a fait face au covid, hein, et qui a dû supporter cette souffrance et enfin, c'est aussi parfois la violence des personnes qu'on accompagne, quand on a affaire à du personnel, à des personnes, en situation très difficile qui explosent à cause de la situation économique générale, hein, eh bien qui, doit leur refuser une aide parce qu'on n'a pas de moyens? Eh bien ce sont, les assistantes de services sociaux, hein. Donc tout cela joue et use, casse ces salariés. On est très abîmé au travail quand on a ces postes et ça, pour la retraite, pour l'instant, il est très peu question de l'intégrer, d'en prendre en compte. Au contraire, il y a eu un processus qui date pas d'hier, qui fait que, par exemple, dans la fonction publique, on peut être catégorie active, c'est compliqué. Ça veut dire que vous avez le droit, que votre métier est considéré comme pénible et que vous avez le droit de partir plus tôt à la retraite. Eh bien, on a réduit, on a rogné cette catégorie active pour des raisons de coûts budgétaires uniquement et par exemple, le scoop, les infirmières ont eu un chantage odieux. On leur a dit en 2010: «Vous passez en catégorie A». J'ai calculé que l'amélioration de leur rémunération a été dérisoire, mais ce passage en catégorie A s'est traduit par la perte de la catégorie active. Donc aujourd'hui, les infirmières recrutées dans l'hôpital français se retrouveront à travailler jusqu'à 64 ans si elles ne sont pas en incapacité avant. C'est fou quand on sait que leur espérance de vie est nettement plus faible que celle de même des autres femmes. OK. Du coup, Rachel Silvera, par exemple, elle a beaucoup parlé de la pénibilité et du coup, toi, ça, c'est un sujet que tu connais bien dans le secteur du nettoyage et du coup, qui fait partie de ta vie et aussi celle de tes collègues et est-ce que tu pourrais raconter un petit peu sur ça? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de travailler dans le secteur du nettoyage et en particulier, bah, quand on a 62 ans? Alors, pour moi, je pense que, travailler dans le secteur du nettoyage est un peu difficile pour les femmes de mon âge. Parce que quand on est jeune, on a encore de la vigueur, on peut vraiment travailler comme on peut, mais à un certain âge, franchement, ça devient difficile. Parce que se lever tôt le matin d'abord, c'est vraiment difficile pour les seniors et le trajet également. En plus, le travail que vous devez faire et le travail, c'est difficile parce que nous, dans notre secteur, dans le nettoyage, nous, on travaille dehors. Donc quand il fait froid, vous êtes dans le froid. Quand il y a la neige, vous êtes dans la neige. Quand il fait chaud aussi, vous êtes dans la chaleur. Quand il y a la canicule, vous subissez. Vous voyez? Donc c'est vraiment difficile et les escaliers que nous montons parce que nous, on est dans le secteur des gares, les gares de la SNCF. Donc il faut monter les escaliers, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre et on a plusieurs gares. Même si c'est une gare, mais c'est une grande gare, donc il y a plusieurs escaliers qu'il faut monter, il faut descendre. Plus, il faut porter aussi les sacs où se trouvent les poubelles, les ordures, tout ça, il faut porter parce que nous, on n'a pas de chariot sur les quais. Donc il faut les porter à la main. Des fois, il y a pas d'ascenseur dans les gares. Donc c'est quand même difficile. Il faut prendre, un sac de poubelle du bout du quai et revenir de l'autre bout, prendre les escaliers, remonter avec. C'est vraiment c'est dur pour nous. Sur la pénibilité, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est pris en compte, ce qui est pas pris en compte
par rapport au travail et par rapport aux retraites dans le secteur du nettoyage. D'autant plus, c'est un secteur où il y a beaucoup de femmes, où il y a beaucoup de personnes qui immigraient aussi. Mmh. Du coup, je pense par exemple à la question de, du coup, de la pénibilité de votre travail qui est pas forcément pris en compte, au niveau du coup, de tout ce qui concerne les retraites, mais aussi à vos contrats de travail qui peuvent être précaires, des accidents de travail possibles, les congés maternité ou en rapport aux proches, par exemple? Moi, je donne mon cas parce que moi, j'ai commencé à travailler, bah, j'avais un âge avancé, j'avais plus de 40 ans et j'ai commencé à travailler. Donc quand je vois, je pense qu'avec, cette situation, pour les femmes qui issues d'immigration, c'est vraiment difficile de pouvoir atteindre les 43 ans de cotisation. Moi, je pense que l'âge qu'on a, on ne peut pas cotiser jusqu'à 43 ans. Donc je pense qu'on devait voir notre cas et puis, je pense que par rapport à ça, faire, de telle sorte que nous qui avons commencé tard quand même, on puisse avoir une pension quand même, qui peut vraiment subvenir à nos besoins plus tard. Parce que non seulement le travail est dur, eh ben, si on doit cotiser jusqu'à je ne sais pas combien d'années pour pouvoir surtout nous qui sommes, issus d'immigration, qui avons déjà un âge avancé avant de travailler, on n'a pas 18 ans, on n'a pas 20 ans. Quand on commence à travailler, d'autres même ont 50 ans, d'autres même ont 43 ans, d'autres ont 45 ans et puis commencent à travailler. Est-ce qu'on pourra cotiser jusqu'à 43 ans? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc s'il faut travailler il faut travailler jusqu'à 67 ans, on ne peut même pas atteindre les 43 ans. Donc moi, je pense qu'on devait voir aussi notre cas. Parce que quand même, on a travaillé quand même, même si on a fait 20 ans, 28 ans, on a travaillé. Donc moi, je pense que de ce côté, ils doivent voir aussi. Parce que notre travail est difficile. Quelqu'un qui a plus de 60 ans, 62 ans, 63 ans, ne peut pas travailler jusqu'à 67 ans, 68 ans. Mais quand tu prends ta retraite, quand tu vas profiter avant de... Voilà. Parce que des fois, d'autres travaillent jusqu'à un certain moment, ils n'arrivent pas au bout de leur carrière à cause de la pénibilité du travail. Ils sont obligés de partir plus tôt. Ils font des ruptures conventionnelles. Parce que le fait de faire les gestes répétitifs, ça fait qu'on a mal partout. Les poignets, les coudes, les genoux, il faut monter les escaliers, il faut descendre, il faut marcher pour aller de l'autre bout du quai et revenir. Ces marches à fond que même on a souvent mal, même aux chevilles, on a mal aux genoux, on a mal aux poignets, on a mal à l'épaule. Les gestes, il faut mettre la poubelle dans les conteneurs. En fait, on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre carrière. Donc, ça fait que nous, les seniors, on a l'habitude d'aller un peu plus tôt que bah, on ne finit même pas notre carrière et puis on s'arrête. Vu qu'on n'est pas en bonne santé, on est obligé d'arrêter le travail. Est-ce qu'il me semble que dans vos recherches, du coup, vous abordez aussi la question de l'âge au travers de la pénibilité, sur certains points et du coup, est-ce que vous pourriez développer sur ça? Ou déjà, les femmes dans ces métiers-là sont doublement pénalisées? Je ne sais pas si jamais on pourrait parler d'une triple pénalisation pour les femmes âgées, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les témoignages, non seulement dans le secteur du nettoyage, par exemple, comme le dit Fernande, qui du coup ne se voit pas continuer ce métier jusqu'à ses 64 ans. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le secteur du soin et aussi dans le secteur de l'éducation. Je pense notamment à beaucoup de témoignages d'AESH qui ne se voient pas continuer ce métier jusqu'à 64 ans et encore moins jusqu'à 67. Voilà. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que, c'est pas un hasard si l'un des facteurs qui pèse, c'est le fait que les femmes, en général, ont des carrières incomplètes. C'est quand alors soit elles se sont arrêtées pour leurs enfants, soit elles ont été dans un métier tellement pénible qu'elles sont cassées et donc elles font ce non-choix d'arrêter de travailler. Aujourd'hui donc à 62 ans, demain, il faudra peut-être qu'elles attendent 64 heu et de partir avec une retraite plus basse parce qu'elles n'en peuvent plus et c'est le propre de ces femmes. Un autre indicateur pour le prouver, c'est qu'il y a une catégorie alors, les jargons, des institutions, c'est toujours intéressant, on les appelle les NER. Je pense qu'il faudrait faire des jeux de mots là-dessus. Elles sont énervées parce que ce sont une majorité de femmes, NER, N-E-E-R, ni en emploi, ni à la retraite. Donc ce sont des seniors précaires, une majorité de femmes, comme par hasard, qui ne sont plus employables, comme on dit dans le jargon économique qui est
tellement affreux, hein. Elles sont plus bankable, on pourrait dire aussi, et donc les employeurs, leur ont dit: «Stop», ou elles-mêmes, elles n'ont pas pu continuer. Alors il y a quand même un système d'incapacité qui peut peut-être jouer pour elles, pour une partie, mais en tout cas, juste un chiffre, les jeunes retraités, actuels, 37 parmi eux des femmes étaient ni en emploi ni en retraite l'année d'avant leur retraite, et cette catégorie-là va s'accroître si on prolonge jusqu'à 64 ans. On aura de plus en plus de femmes mères qui, seront dans la grande précarité et qui, contrairement à ce que nous dit le gouvernement, ne trouveront pas un emploi. C'est pas parce qu'on va mettre en place un index senior sur l'image de l'index égalité femmes-hommes, moi ça m'a fait encore plus hurler, que l'on va employer tous les seniors et a fortiori les femmes. Oui, vous avez raison, c'est une double peine, être femme et senior, pour peu qu'on soit racisé aussi, alors là, c'est le comble et c'est le cas de beaucoup d'entre elles. On sait très bien que l'index ne fonctionnera pas, il fonctionne pas sur l'égalité femmes-hommes alors qu'on a des lois normalement, obligatoires et qui peuvent donner lieu à des pénalités financières. On n'en est pas là sur cette idée d'index et le MEDEF est déjà pas d'accord, mais penser que de mettre cet index va permettre quoi que ce soit en termes d'employabilité des seniors, c'est une illusion. On aura vite fait, de continuer à laisser ces personnes sur le de côté, surtout s'il s'agit de femmes. Parce qu'au fond, n'oublions pas qu'il y a toujours eu une tolérance sociale à l'inactivité des femmes. On le tolère très bien quand elles ont des enfants. Au contraire, on va, moins aujourd'hui peut-être, hein, vanter le fait qu'elle s'occupe de ses enfants, qu'elle va renoncer en partie à sa carrière. Et puis, avec l'âge, eh bien, penser qu'elles sont inactives, ça paraît presque aller de soi. On va considérer qu'elles pourront s'occuper de leurs petits-enfants peut-être. Voilà, et donc je pense que cette tolérance sociale fait qu'elles sont invisibles encore plus, hein, et qu'on va dire: «Bah, vaut mieux recruter un jeune qu'une femme de cet âge-là». Sauf que si elle a pas tous ses droits, elle est dans la précarité, elle aura besoin de travailler, malgré tout, et ça sera dans des mauvaises conditions, c'est évident. Elle va prendre n'importe quel boulot, même à temps partiel pour, ouvrir des nouveaux droits, c'est insupportable. Mmh. Oui, vous avez parlé de l'index égalité femmes-hommes et du coup, beh, justement, l'axe de l'égalité femmes-hommes ou en tout cas, de la prétendue égalité femmes-hommes et plus généralement de la lutte contre les inégalités, c'est un des éléments de langage et des éléments de communication qui revient le plus souvent de la part du gouvernement pour parler de la réforme. Je pense notamment à Elisabeth Borne qui a fait, énormément de sorties sous cet axe-là, en essayant d'expliquer pourquoi, la réforme bénéficierait plus, aux femmes et aux précaires de manière générale et serait un facteur de lutte contre les inégalités. Et du coup, une chose que vous montrez dans vos recherches, c'est qu'au contraire, cette réforme-là, non seulement elle n'a absolument aucun de ces aspects, que décrit le gouvernement, mais en plus elle s'inscrit dans la lignée de toutes les réformes qui ont eu lieu sur le terrain des retraites, par exemple en 2003, en 2010 et cetera et qui vont à l'encontre en fait, du coup d'une avancée des droits, de tous les plus précaires du monde du travail. Absolument. Je crois qu'il y a un exemple à prendre dans ce domaine, c'est que j'ai écouté sa conférence de presse et les annonces de la première ministre, et elle a dit à 3 reprises que cette réforme était juste pour les femmes parce que, je la cite quasiment, hein, «l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans». Alors, c'est quand même intéressant, on peut s'arrêter sur cette phrase. Elle estime que cette réforme est juste pour une non-mesure, puisqu'elle dit: «Je ne touche pas à cet âge d'annulation de la décote». Alors, juste pour, nos auditeurs et auditrices, l'âge d'annulation de la décote, c'est 67 ans. Alors la décote, c'est le fait que quand vous n'avez pas votre carrière complète et que vous réglez vos droits, il vous manque des trimestres, donc on vous met une pénalité. En gros, c'était pour inciter les gens à rester jusqu'au bout. Donc cette pénalité, elle concerne surtout les femmes, justement parce qu'elles ont pas de carrière complète. Quand même, on s'est rendu compte que, avec la décote, il y avait des limites, c'est que les femmes n'en pouvaient plus. Donc on a limité, on a dit à 67 ans, dans tous les cas de figure. Quand on a allongé de 60 à 62 ans, on a dit: «Bon allez, à 67 ans, dernier carat, vous aurez votre retraite à taux plein». Sauf que cette décote est injuste en soi et que donc ce que nous a dit Elisabeth Borne, c'était: «J'aurais pu reculer cet âge d'annulation et le mettre à 69 ans».
2 ans, hein, puisqu'on passe de 62 à 64 ans. La logique comptable aurait été de nous rajouter 2 ans pour annuler la décote. Et ce qu'elle nous dit donc, comme j'ai pas mis les 2 ans, on peut dire que ma réforme est juste pour les femmes. Mais enfin, elle se moque du monde, hein. Elle se moque vraiment du monde. C'est vraiment utiliser les femmes uniquement comme un outil de langage, hein, comme, de la poudre aux yeux, un outil de com, puisqu'en l'occurrence, c'est la décote qui est injuste. Donc à minima, elle aurait pu dire: «On va rapprocher comme on rallonge, qu'il faut attendre 64 ans, bah, on va grignoter, on va passer à 66 ans pour cette décote, pour permettre à des femmes de partir un peu plus tôt». Non, elle n'a aucun souci de ça. Des femmes les plus précaires et les plus celles qui sont dans ces métiers si essentiels, mais si difficiles, elle en a que faire. Parce que cette réforme, c'est bien ça, elle croise à la fois classe et genre, hein. C'est-à-dire qu'elle touche surtout les catégories les plus défavorisées qui ont pas fait d'études longues et les catégories juste moyennes, hein, et puis, les femmes, en l'occurrence, par ce type de mesure. L'autre mesure, l'autre effet de la réforme dont elle ne parle pas, mais qui touche directement les femmes négativement, c'est qu'on a un système de majoration des durées d'assurance, c'est-à-dire que les mères de famille font valoir des trimestres parce qu'elles ont été mères et qu'elles ont eu des retards dans leur carrière. On a accordé des droits, qu'on dit des droits familiaux. Donc en gros, pour faire simple, dans le privé, si vous avez un enfant, vous avez droit à 2 ans de durée de cotisation qui s'ajoutent. Donc, prenons un exemple, aujourd'hui à 62 ans, si j'ai travaillé 40 ans et que j'ai eu un enfant, c'est comme si j'avais cotisé 42 ans. D'ailleurs, les femmes ne le savent pas forcément parce que ça n'apparaît pas dans le relevé de retraite et du coup, eh bah, vous pouvez partir alors que vous n'avez pas la totalité de votre carrière. Eh bien, tenez-vous bien, avec cette réforme, ces femmes-là, elles sont 120 000 à peu près, à en avoir bénéficié l'année dernière. Ces femmes-là vont devoir attendre 2 ans de plus. Elles vont perdre l'avantage qu'elles avaient, hein, 2 ans de plus puisqu'elles vont devoir attendre 64 ans, quand bien même elles avaient 40 plus 2 annuités. Donc vous voyez, il y a le diable se cache dans les détails. Dès qu'on gratte, on s'aperçoit que les inégalités femmes-hommes vont être bel et bien maintenues, voire renforcées, voire renforcées. Moi, je pense que, bah, en annonçant, cette situation, les réformes de la retraite, moi, je pense qu'ils ne pensent pas aussi aux femmes issues d'immigration. Parce que nous, quand on arrive ici, comme je le disais, on n'est pas jeune, on n'a pas 18 ans, on n'a pas 20 ans. Donc, si on peut, on doit travailler jusqu'à atteindre les 43 ans, mais quand on va prendre notre retraite? Donc, je pense que cette situation aussi, ils doivent voir aussi et voir que même si on a travaillé tard, mais on a quand même travaillé. Donc, voir ce cas-là et puis aussi voir notre cas, nous qui venons d'ailleurs, nous qui sommes issus d'immigration. Parce que nous, ça nous condamne beaucoup. Ça fait qu'aujourd'hui, bah, si on doit partir à la retraite, on n'aura même pas, on n'aura même pas même 500 euros. Avec 500 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire avec 500 euros. La dernière remarque que je voulais faire, c'est ce qui concerne le minimum de pension. On a dit aussi beaucoup de choses sur le fait que, comme on le revalorise à 1 200 €, on croit que toutes les retraités vont arriver à ce 1 200 €. Ça paraît donc c'est 85 du SMIC. Mais attention, il faut avoir eu une carrière complète et avoir travaillé à temps complet pour y avoir droit en totalité. Autrement dit, les femmes les plus précaires à temps partiel qui ont eu des carrières heurtées ne l'auront qu'au prorata, de leur activité professionnelle et donc elles vont être lésées et c'est encore une source d'affichage que de penser qu'elles auront toutes, cette amélioration-là. Beaucoup d'entre elles n'en verront à peine la couleur. Ça va être une dizaine d'euros maximum. Donc là aussi, beaucoup de com pour, pas grand-chose, malheureusement. Et d'autant plus que 1 200 € avec l'inflation aujourd'hui, c'est misérable quoi comme, Et pour c'est vivre. brut. Il y a un tour de passe-passe, c'est que c'est Oui, c'est 85. 1 200 brut en plus, oui.
Toi aussi, enfin, pendant toutes ces dernières années, du coup, tu as été en grève, tu as lutté contre l'entreprise de sous-traitance, Honnête et du coup, bah, notamment, avec une grève que vous avez gagnée et du coup, ce que je propose, c'est de regarder un peu quelques images, du coup, de votre grève qui viennent, du documentaire Les Petites Mains Invisibles qu'on a réalisé avec, Révolution Permanente en partenariat avec, Communard. Solidarité, solidarité, partout, tout pays. Ils ont dit, nous, c'est comme ça. Vous prenez les contrats, vous prenez les avenants, parce que nous, on ne peut pas enlever la clause de mobilité. Puis on leur a dit, si les contrats, il y a des clauses de mobilité, le lendemain, on se mettait en grève. Et ce qui a été fait. Honnête, il vient aujourd'hui, il voulait nous ramasser, jeter par terre comme une poubelle. Non, non, c'est pas possible. On est là, on va continuer des grèves jusqu'au bout. Même sans salaire, on va continuer. On est là, monsieur. Tout c'était nous. On était invisibles, mais aujourd'hui on est visibles. Et du coup, votre grève, elle avait duré à ce moment-là 45 jours en 2017 et alors que vous aviez toutes et tous des petits salaires et en plus dans un secteur qui est déjà difficile à mobiliser. Et du coup, en plus de ça, après en 2019, toi, tu t'étais encore mobilisé contre la réforme des retraites à cette époque-là, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a vu, il y a énormément de colère. Il y a eu 2 millions de personnes dans la rue le 19 pour manifester contre la réforme. Et est-ce que tu voudrais partager un peu des expériences, des leçons de cette grève-là dont on a vu les images, du coup, pour essayer de nourrir toutes celles et ceux qui vont rentrer dans la bataille contre la réforme des retraites aujourd'hui? Alors, moi, je dirais que je pense qu'il faut lutter pour gagner les combats. Parce que quand on ne lutte pas, on ne peut pas gagner. Et nous, cette grève, on l'a faite parce que c'était, c'était une façon de dire que c'est nous qui nettoyons les gares. C'est-à-dire, quand on a fait ce film, quand on a dit que les petites mains invisibles, ce sont des personnes qui vont travailler tôt le matin, qu'on ne fait pas attention, on ne sait pas qui c'est. On s'est mis en grève parce que c'était pour notre respect et notre dignité. Et pour aller jusqu'au bout, il faut avoir vraiment une conviction. Il faut savoir ce que tu veux. C'est vrai qu'on n'avait pas un salaire conséquent, mais ce n'est pas ça le problème. Parce que nous, on voulait vraiment une amélioration des conditions du travail. Il fallait vraiment aller jusqu'au bout de cette grève. Donc, pour nous, ce n'était pas le salaire. Même si on perdait un salaire, mais il faut que les gens nous respectent. Parce que ce n'est pas dire que tu es dans une gare, tu balaies, tu nettoies, que tu ne peux pas, tu peux pas aussi prendre des décisions, tu ne peux pas aussi revendiquer. Nous, on a revendiqué parce qu'à un moment donné, on en avait assez. Voyez, vous êtes dans le froid, vous êtes dans la chaleur, mais la prime qu'on vous donne, je vous dis que ce n'est pas possible. 15 € de prime de froid, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ce sont des choses, des petites choses comme ça qui vous donnent la colère pour dire que, bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se lève. Parce que si vous ne vous levez pas, qui va venir faire pour vous? Personne. Il faut qu'à un moment donné, vous preniez une décision et puis vous revendiquez. Parce que si on n'a pas revendiqué, personne ne peut nous donner voilà, ce qu'on avait demandé. La prime des paniers dont on a parlé, les clauses de mobilité dont on a parlé pendant la grève. Si on n'avait pas revendiqué, aujourd'hui, ben, on allait subir tout. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, ce que je peux dire aux femmes, surtout aux femmes, parce que dans le domaine des femmes, les femmes ont beaucoup peur. C'est pour dire aux femmes que c'est leur droit. Si elles ne revendiquent pas, si elles ne se lèvent pas pour mener des combats, personne ne viendra le faire pour elles. Donc, elles doivent vraiment être fortes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on on peut pas lutter. On peut mener une lutte et la gagner. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être vraiment déterminé et puis avoir le courage. Cette grève, ça nous a ouvert les yeux. Cette grève nous a donné, ça nous a beaucoup apporté. Comme je disais, avant la grève, on ne se connaissait pas. Les collègues, moi je connaissais les collègues de mon secteur. Par contre, les autres secteurs, la ligne B, la ligne H, la D, je ne connaissais personne. Mais cette grève a fait qu'aujourd'hui, on s'est rapprochés. Aujourd'hui, on fait une famille. Quand il y a une situation, il y a quelque chose, bah, on se communique pour voir comment on peut faire pour arranger tout.
Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, j'encourage vraiment les femmes parce que dans notre secteur, les femmes ont beaucoup peur. C'est normal parce que quand d'une part, tu n'as pas été à l'école, pour toi, bah, on ne connaît pas le droit du travail. Donc, qui va te défendre? Mais c'est pourquoi on dit vraiment aux salariés de se syndiquer parce que si vous syndiquez, si vous avez une situation, vous ne comprenez pas, vous pouvez aller dans vos syndicats, ils peuvent vous expliquer, ils peuvent vous donner vraiment vos droits, vous expliquer vos droits et connaître vos droits pour pouvoir vraiment prendre une décision. Parce que cette grève, on l'a menée parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus continuer comme ça. Si on se laissait faire aujourd'hui, bah, il n'y aura pas de respect. Mais aujourd'hui, avec cette grève, ils ont commencé vraiment à nous respecter, même si on n'a pas gagné tout, mais il y a un respect quand même par rapport à l'entreprise, mais par rapport à la SNCF. Donc voilà le problème qui est là. Alors merci à toutes les 2 d'avoir participé à cet entretien. On a vu avec la mobilisation massive du 19 qui a rappelé les chiffres des mobilisations de 1995, celles de 2010, et de 2019 et aussi dans cette discussion et notamment avec ce que tu disais Fernande, que la mobilisation elle touche largement au-delà du simple retrait de la nouvelle réforme des retraites et qu'il ne s'agit pas de restaurer le système des retraites précédent qui était déjà loin d'être parfait comme on a pu en discuter, mais qu'aujourd'hui, il faut se battre pour arracher des retraites dignes, pour l'indexation des salaires sur l'inflation et pour des augmentations pour toutes et tous. Et que pour ça, il va falloir s'organiser, discuter du plan de bataille. Et c'est ce dont on va continuer de discuter et de débattre sur Révolution Permanente.